d'un produit que vous pouvez ingérer si vous pesez 60 kg tous les jours sans qu'on observe d'effets indésirables. Alors ça peut marcher dans un certain nombre de cas. Sauf que les endocrinologues, et moi le premier parce que j'ai fait beaucoup de courbes dose-réponse dans ma carrière, ils savent bien que les courbes dose-réponse, elles ne sont jamais linéaires. Elles ne sont jamais linéaires, pourquoi? Parce que ces interactions hormones-récepteurs mettent en cause des paramètres extrêmement nombreux, notamment la dégradation des récepteurs ou des hormones, etc. Ce qui fait qu'à la fin, on a souvent des courbes comme ça, ou bien des courbes comme ça, ou bien des courbes comme ça en forme de chameau. Donc, pour la plupart des endocrinologues, la dose ne fait pas le poison. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là, je vais vous montrer un exemple très rapidement. C'est une étude qui a été faite, alors c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça simplement. C'est une étude qui a été faite dans un laboratoire belge qui est spécialiste de la puberté. C'est un collègue à moi qui est pédiatre endocrinologue en Belgique, qui est reconnu comme un spécialiste mondial de la puberté. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette expérience? Ils ont pris du bisphénol A, donc vous savez tout ce que c'est du plastifiant. Ils ont exposé, donc il y a une dose journalière admissible qui a été définie. Ils ont exposé des rates gestantes qui attendent des petits à une très faible dose, 25 nanogrammes par kilo par jour, et puis une autre à très forte dose, au-dessus de la dose journalière admissible, celle-là étant très en dessous de la dose journalière admissible. Et ils ont regardé un certain nombre de paramètres, dont ce qu'on appelle l'ouverture vaginale, qui chez la rate signe le début de la puberté. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les animaux qui ont été exposés à la forte dose, ils font des pubertés précoces. En bleu, c'est les contrôles, et là, en rouge, c'est les animaux exposés à la forte dose. Et ceux exposés à la faible dose, au contraire, ils ont des retards de puberté. Donc voilà, donc c'est un travail qui a été publié dans des revues scientifiques de très haut niveau, et qui nous montre que la même substance, à faible dose, en dessous de la DJA, elle est toujours active, et qu'elle a un effet opposé à celle qu'on va avoir avec une forte dose au-dessus de la DJA. Donc vous voyez toute la complexité du problème des faibles doses et des expositions. Je passe sur l'explication, donc ils ont disséqué tous les mécanismes au niveau du cerveau, etc. Donc je passe là-dessus pour vous dire que les endocrinologues, ils pensent que les substances chimiques ne doivent pas tous être traitées à la même enseigne et que les perturbateurs endocriniens, c'est une classe particulière de molécules qui ciblent le système hormonal. Et donc les PE, je vais tout mettre d'un coup. Donc, ils sont actifs à très faible dose, des fois en dessous des doses tellement faibles que les toxicologues ne vont même pas les tester. Des réponses non monotoniques, la dose ne fait pas le poison. Des effets tissus spécifiques, donc quand vous regardez un effet, vous avez intérêt à ne pas vous tromper d'organe. Et puis, ils agissent le plus souvent sous forme de mélanges complexes, et je vais y revenir. Et surtout, les perturbateurs endocriniens vont affecter préférentiellement les stades embryo-larvaires avec des conséquences révélées plus tard dans la vie, voire dans les générations suivantes. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment le problème des femmes enceintes et des bébés qu'il faut essayer de protéger au maximum contre les perturbateurs endocriniens. Et il y a un certain nombre de recommandations assez simples que vous pouvez trouver un peu partout pour éviter la surexposition. Alors, l'effet cocktail. Alors, l'effet cocktail, ça, c'est vraiment la quadrature du cercle. On n'est pas exposé à une molécule, je vous l'ai montré, on en a des dizaines et des dizaines. Comment faire pour évaluer le résultat total de ça? C'est extrêmement complexe. Si vous faites une courbe dose-réponse avec une molécule, ça va vous faire 6 ou 7 lots d'animaux, un contrôle, c'est très bien. Si vous prenez 2 molécules, c'est 6 ou 7 puissance 2. Si vous prenez 3 molécules, 6 ou 7 puissance 3, etc. etc. Donc vous allez vous retrouver à la fin avec si vous voulez étudier un mélange de 10 substances, c'est absolument infaisable, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, ça nécessite trop d'animaux, et vous savez qu'on essaye de réduire le nombre d'animaux utilisés dans les laboratoires. Alors, il y a des gens qui essayent de travailler là-dessus, et quand on travaille sur les mélanges, on a plusieurs résultats. On peut avoir des effets qui s'ignorent, on peut avoir des effets additifs, et donc ça, c'est quelque chose qui remet en cause les mathématiques, puisque on a donc des substances qui à des doses prises isolément n'ont aucun effet, et puis vous les mélangez, et crac, vous avez un effet. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet additif, concentration-addition. La concentration de ces molécules vont s'additionner, et à la fin, vous pouvez avoir un mélange. Ça, c'est la plupart des cas. Dans la plupart des cas, si les molécules agissent par le même mécanisme, on va avoir un effet additif. Donc on voit bien que ça complique terriblement les choses en matière de régulation, parce qu'on peut réguler sur une substance, mais sur des mélanges, c'est absolument impossible.
Ensuite, il y a des situations tout à fait extraordinaires, comme celle décrite sur cette figure, qui est un peu compliquée, mais je vais vous expliquer très simplement. Ça a été publié dans la revue la plus prestigieuse qui soit en biologie. C'est un travail français. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Ils ont mélangé deux perturbateurs endocriniens très courants, du nanochlore, c'est un organochloré, et puis de l'éthinylestradiol, donc c'est un composant des pilules contraceptives. Ils ont testé ces molécules sur des cellules en culture en regardant l'expression d'un gène, donc peu importe. Ce qui montre ici en orange et en bleu, c'est que les molécules séparément n'ont aucun effet et que quand on les met en mélange, on a un effet qui est considérable, parce que là l'échelle a été coupée et donc on voit qu'on a un effet extrêmement significatif. En biologie, on travaille toujours avec des statistiques, on parle de significativité. Et donc on a un effet ici absolument considérable, c'est ce que l'on appelle un effet synergiste. Et dans ces travaux, qui est absolument remarquable, ils ont montré que ces deux molécules, qui sont donc des molécules étrangères à notre organisme, dans les conditions où ils les ont utilisées, elles sont capables de former un complexe supramoléculaire, lequel est capable d'aller activer de manière très forte un récepteur qui ne l'est pas par les deux molécules prises séparément. Ils ont même fait de la modélisation. Donc là, c'est les interactions entre ce complexe supramoléculaire et les acides aminés du récepteur. Donc c'est un travail qui est tout à fait remarquable et qui pose quand même des grosses questions parce que c'est absolument imprévisible ce genre de choses. Il va falloir des centaines et des centaines d'études pour arriver à voir qu'est-ce qui se passe. C'est un nouveau concept, le concept de ligands supramoléculaires qui peuvent se former éventuellement dans des échantillons biologiques. Donc les mélanges, c'est un vrai problème. Une autre chose qui pose vraiment un problème et des interrogations, et j'ai évoqué ça tout à l'heure, c'est les effets épigénétiques. Alors c'est quoi des effets épigénétiques? Eh bien, vous savez que vos chromosomes, ils contiennent de l'ADN qu'on peut dérouler comme ça, comme un fil. Mais en fait, dans vos cellules, l'ADN, il est compacté, il est souvent associé à des protéines que l'on appelle des histones. Et donc ça fait des complexes comme ça, une protéine au milieu, et puis l'ADN qui s'enroule. Et puis après, là-dessus, on a des tas de molécules qui sont capables de venir interagir avec ces protéines et qui vont faire que l'ADN va se compacter, comme ici, tout va se resserrer. Et quand on resserre l'ADN comme ça, eh bien les gènes ne peuvent plus être exprimés. Pourquoi? Parce que les gènes sont régulés par ce qu'on appelle les séquences régulatrices, sur lesquelles viennent se fixer des énormes complexes macromoléculaires. Et si l'ADN est compacté, ces complexes ne peuvent pas venir et les gènes vont être inhibés. Par contre, on a aussi des molécules qui vont au contraire relaxer l'ADN. C'est des molécules, on appelle ça l'acétylation, c'est un des mécanismes les plus courants, qui vont faire que l'ADN va se relâcher. Et là, les gros complexes qui vont venir réguler l'expression des gènes peuvent venir. Donc on a des mécanismes qui sont des mécanismes naturels. Si vous réfléchissez une seconde, vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Dans notre organisme, on a 200 types cellulaires à peu près. Bon, prenons par exemple les cellules de la rétine et des cellules musculaires. Donc, dans les cellules de la rétine, on a un certain nombre de gènes qui sont exprimés, des gènes qui sont dans toutes les cellules parce qu'ils servent au métabolisme de base, et puis des gènes qui sont exprimés pour fabriquer des cellules de l'œil. Et ces gènes-là, évidemment, ne vont pas être exprimés dans les cellules musculaires. Et à l'inverse, dans les cellules musculaires, les gènes qui fabriquent des cellules de l'œil sont inhibés, et tout ça est lié à de l'information épigénétique. Cette information épigénétique peut être perturbée dans un certain nombre de cas, et ça a été très bien montré. Maintenant, il y a des centaines de publications là-dessus qui montrent que certains perturbateurs peuvent venir acétyler ou au contraire méthyler des gènes, et donc perturber les niveaux d'expression de ces gènes. Ce qui est plus embêtant, c'est que ces marques que l'on appelle des marques épigénétiques, elles sont capables de traverser les mitoses. C'est-à-dire que quand vous avez une cellule qui va se diviser, eh bien les deux cellules filles vont hériter des mêmes marques que la cellule mère, et ainsi de suite. Et éventuellement, ces marques épigénétiques peuvent passer dans la lignée germinale et passer donc dans la génération suivante. Alors normalement, chez les mammifères, quand à la fécondation, le spermatozoïde, il a des gènes méthylés ou acétylés, l'ovocyte il porte aussi un certain nombre de marques épigénétiques, ça donne un embryon et dès les premiers jours du développement, les premiers stades de développement, l'ADN est remis à zéro. C'est-à-dire toutes les marques épigénétiques s'en vont, sauf quelques-unes, ce qu'on appelle l'empreinte paternelle ou l'empreinte maternelle, qui peuvent passer à la génération suivante. Et donc on a des exemples de ça dans la littérature. Donc je passe là-dessus parce que ça c'est ce que je viens de vous expliquer.
Donc ces marques génétiques peuvent se traduire par l'apparition de pathologies plus tard au cours de la vie. Excusez-moi, j'ai un peu soif. Donc, tout ça peut aboutir à des effets transgénérationnels. Donc là, c'est un travail qui a été publié il y a déjà une dizaine d'années, extrêmement connu, dans lequel les auteurs ont montré que la vinclozoline, qui est un fongicide très utilisé en viticulture, donné à des rats gestantes, va affecter la qualité du sperme jusqu'à la 4e génération. Donc ici, vous voyez un testicule avec les canaux spermatiques, et puis ici les flagelles des spermatozoïdes bien jolis, bien développés et tout. Et là vous avez un animal de la 4e génération. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, c'est seulement certains qui sont comme ça, parce que sinon on ne pourrait pas les reproduire. En tout cas, ce qu'on voit chez ces animaux, c'est que les canaux sont complètement désorganisés, il n'y a pas de spermatozoïdes, et c'est un peu le bazar là-dedans. Ces animaux sont donc stériles. Alors ça, c'est un peu embêtant. Il a été montré des mécanismes similaires par d'ailleurs la même équipe très connue aux États-Unis, où Michael Skinner, mon collègue là-bas, il a montré que, enfin, il suggère que l'épidémie d'obésité à laquelle on assiste aux États-Unis pourrait être en partie liée à l'exposition des grands-parents au DDT. Donc, vous voyez où on en est. Donc, c'est, je ne sais pas si c'est vrai, hein, il va falloir beaucoup de temps hein, pour affirmer ces hypothèses, mais en tout cas, elles sont présentées à la communauté scientifique. Alors, évidemment, il faut revoir la définition, il faut définir les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est? La Société d'endocrinologie, qui est une énorme société internationale qui a 25 000 membres dans le monde, elle a proposé en 2012 de simplifier la définition en disant qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène qui interfère avec le fonctionnement du système hormonal, point. C'est un effet, c'est défini par son mode d'action. Le mode d'action est de perturber le système hormonal et on se moque de tout ça parce que ça, c'est très difficile à mettre en évidence. Alors, on repart à Bruxelles, qui devait en 2013 nous produire une définition qui n'a été finalement présentée qu'en 2016, et la définition qui a été fortement influencée par les lobbies de l'industrie chimique, notamment allemande, BASF, Bayer, mais aussi Monsanto, etc., Syngenta, etc. Donc ils ont proposé qu'un perturbateur endocrinien, c'est une molécule dont la concentration maximale ne doit entraver en rien la santé de l'industrie chimique. Donc évidemment, c'est une caricature, mais en fait, la définition qu'ils ont proposée, elle est là. Elle est sur cette diapositive. Donc, ils ont dit que ils proposent que c'est une substance ou un mélange qui a un mode d'action endocrinien, ça d'accord, qui est connu pour exercer des effets adverses. Et c'est pour la santé humaine, c'est plus les populations, hein, on parle plus d'animaux, c'est les hommes, les autres on s'en fout. Sur un organisme intact sa descendance, et puis ils ont rajouté une phrase comme conséquence de son mode d'action hormonal. Ça veut dire que si vous soupçonnez qu'une molécule est un perturbateur endocrinien, il faut que vous puissiez montrer qu'une pathologie que vous observez dans une population 30 ans après l'exposition est liée au mode de fonctionnement hormonal de cette substance et qu'il y a un lien étroit entre les deux. C'est absolument impossible, donc c'est vraiment se moquer du monde et c'est pour ça que certains caricaturistes ont fait ce petit dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça, c'est pas tout. Ils ont fait encore plus fort. Et là, on peut dire merci à BASF et à Bayer qui ont téléphoné à la commission pour qu'ils rajoutent un petit paragraphe minuscule qu'on ne voit pas dans un alinéa au fin fond d'une page, tout petit en petites lettres. Et que dit cet alinéa? Vous voyez, c'est la partie 3.6 de la partie A de l'annexe numéro des lignes. Donc, mais bon, c'est écrit, ça fait partie de la... si c'était accepté, ça ferait partie de la loi européenne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si le mode d'action de la substance à évaluer consiste à réguler la mue ou la croissance d'organismes nocifs par le biais de leur système endocrinien, donc ça, ils visent les pesticides, hein, les trucs qui sont faits pour tuer les insectes, cette molécule ne pourra pas être considérée comme un perturbateur endocrinien vis-à-vis des organismes non cibles. C'est-à-dire que vous visez un doryphore, vous tuez tous les papillons de la planète, je vous ai mis un papillon, mais aussi tous les autres trucs, c'est pas grave. C'est normal parce que cette molécule, elle a été faite pour être un perturbateur endocrinien. En gros, ça veut dire que si vous êtes un perturbateur endocrinien, eh bien vous n'en êtes pas un. Donc on marche sur la tête, vous voyez. Alors cette proposition a été présentée au Parlement européen, a été présentée aux États plusieurs fois, elle a été rejetée jusqu'au 4 juillet dernier.
Et puis, le Parlement devait voter. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le vote a eu lieu mercredi dernier. Et grâce à Dieu, les